Bonjour à tous et bien entendu bonjour à toutes, je suis Limela Denis, cofondateur de Nous Sommes Belles et je suis ravi aujourd'hui encore une fois de vous accueillir pour ce nouvel interview, ce nouveau numéro Nous Sommes Belles, les interviews. Alors aujourd'hui les filles, nous allons parler de lâcher prise parce que oui, il me semble les filles que nous avons tous besoin d'apprendre à lâcher prise, à laisser couler les choses de la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons l'opportunité et la chance d'avoir Cécile Neuville à nos côtés pour répondre à mes questions. Cécile Neuville est une psychologue du bonheur et auteure de plusieurs livres sur le lâcher prise. Alors les filles, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, préparez-vous une petite tisane, d'accord? Installez-vous, c'est maintenant qu'on commence, c'est maintenant qu'on savoure. Allez, let's go! Bonjour Cécile Neuville et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Nous Sommes Belles, les interviews. Eh bien bonjour et merci à toi surtout de m'avoir invité, je suis ravie d'être là. Avec grand plaisir. Alors Cécile, tu es donc la fondatrice du centre de formation Zen Pro. Tu es aussi auteur de plusieurs livres sur le bonheur, sur la pensée positive et sur le lâcher prise. Et tu es aussi psychologue et tu pratiques la psychologie positive. Tout à fait, alors là tu as résumé très bien en une phrase très courte une grosse majorité de mes activités professionnelles. Super, super. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours on sait en quoi consiste la psychologie, le positif aussi dans la vie de tous les jours on sait comment ça fonctionne, mais est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail le fonctionnement de la psychologie positive ? Oui, tout à fait. Alors moi, personnellement, donc je suis psychologue et donc du coup en tant que psychologue, j'ai été formée par l'université française aux approches de psychologie qu'on appelle nous plutôt traditionnelles. Donc la résolution de problèmes, les traitements pour se sentir moins mal, on va dire. Et puis à ce moment-là, ça ne me contentait pas et j'ai découvert une autre approche qui vient plutôt des États-Unis, qui est la psychologie positive. Et c'est vraiment l'approche de la psychologie qui s'intéresse à comment aller mieux et non pas simplement à comment ne plus aller mal. Donc pourquoi attendre d'aller mal pour aller mieux ? C'est vraiment déjà un des fondements de la psychologie positive. Mais vraiment, un point essentiel, c'est que c'est vraiment une approche scientifique au même titre que toutes les autres psychologies. Donc du coup, il y a vraiment des recherches qui ont été faites sur les personnes qui ont le plus réussi dans leur vie, les personnes qui sont les plus épanouies, les couples qui durent le plus longtemps dans le temps, les enfants qui réussissent le mieux à l'école. On s'intéresse depuis peu, depuis une dizaine d'années, une quinzaine maximum, à tout ce qui fonctionne aussi bien en termes d'individus, de relations, d'institutions, voire même de sociétés ou de pays, puisqu'on s'intéresse même aux pays les plus heureux et aux facteurs communs de tous ceux qui réussissent et qui sont les plus heureux, pour pouvoir après les démultiplier et les rendre accessibles au plus grand nombre. Voilà un petit peu ce que c'est vraiment que la psychologie positive. Ce n'est pas que la pensée positive, ça va bien plus loin que ça. Bien plus loin. Alors je trouve ça hyper intéressant, c'est vrai que du coup l'angle de travail est effectivement, comme tu viens de le dire, complètement différent. Jusqu'à maintenant, la psychologie, on attend que les personnes soient tristes, malades psychologiquement ou en détresse pour pouvoir les aider, alors que là, on va chercher avant tout à chercher des exemples de personnes, comme tu viens de le dire, heureuses, bien dans leur peau, avec qui ont un certain taux de réussite, et l'appliquer à des personnes qui vont bien en fin de compte, mais qui veulent aller mieux. Exactement. Et en fait, on retrouve des choses qui ont été abordées par la PNL ou en sophrologie, ce qui est la recherche et l'inspiration du positif. Et là, en plus, ça a été validé, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on peut penser que parce qu'une personne est heureuse, toutes ces solutions sont des bonnes solutions, mais en fait, finalement, tant que ça n'a pas été prouvé sur un certain nombre de personnes, c'est pas forcément validé. Donc finalement, la psychologie positive s'est positionnée pour essayer de valider ou d'invalider des choses qu'on pressent qui favorisent le bonheur, qui favorisent la réussite. Et parfois, ça a plutôt même eu un effet inverse. On a mis en évidence, par exemple, que le fait de se répéter tous les jours « je vais bien, tout va bien » avec les principes fondamentaux de la pensée positive n'est pas forcément positif et n'est pas forcément facteur de bonheur, parce que cela ne fonctionne que si on a un niveau d'estime de soi au minimum bien, c'est-à-dire si je me sens bien et que je répète que je me sens bien, je vais me sentir mieux. En revanche, si à la base, je ne me sens pas bien et que je me répète « je me sens bien », ça peut avoir un effet au contraire pervers et me faire me sentir encore plus nulle parce que je suis même pas capable d'aller bien avec une méthode qui a l'air de fonctionner pour d'autres. Donc du coup, attention, de ne pas non plus toujours penser que tout ce qu'on dit est validé. Moi, c'est pour ça que j'ai eu
besoin à un moment donné de cet appui scientifique par la psychologie positive pour éviter, dans mon métier en tant que psychologue, de faire n'importe quoi avec les gens en leur proposant des méthodes, des approches qui n'étaient pas forcément positives pour tout le monde en fait. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je propose qu'on se revoie aussi pour parler plus précisément de la psychologie positive, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, quoi. Il y a vraiment beaucoup à dire. C'est très intéressant. En fouillant un peu plus moi de mon côté, donc j'ai relevé qu'une étude en France avait démontré qu'en 2016, 6 Français sur 10 étaient touchés par le stress et l'anxiété. Alors je trouve ça énorme, vraiment énorme, surtout quand on sait que justement le manque de lâcher prise peut provoquer sur le long terme du stress et de l'anxiété. Alors le lâcher prise, qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, et là je rebondis sur cette étude. Ce qui est le plus inquiétant en plus, c'est qu'il y en a même de plus en plus au niveau des enfants. Hein. Donc même les enfants commencent à avoir besoin d'apprendre à lâcher prise. Donc il n'y a pas d'âge pour apprendre à lâcher prise déjà. Ensuite, du coup, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, ce serait ne plus chercher à contrôler sa vie, ne plus chercher à contrôler les choses, ne plus chercher à tout contrôler, donc lâcher prise du contrôle, mais aussi lâcher prise des poids, de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous limite. Donc c'est à la fois tenir bon, donc lâcher prise pour pouvoir tenir bon, donc lâcher prise face aux obstacles pour me dire allez je continue, mais à la fois laisser aller, c'est-à-dire se lâcher. Il y a vraiment le côté relâchement dans le mot lâcher prise, qui peut être physique, émotionnel, intellectuel. On peut lâcher prise dans la tête, on peut lâcher prise dans le corps, on peut lâcher prise dans le cœur. Voilà, en quelques mots déjà. D'accord. Alors du coup, d'où ça vient ? D'où vient cette envie de tout contrôler ? Parce que ce que tu veux dire, c'est intéressant. Tu parles aussi des enfants. Alors dans le monde de l'adulte, on peut essayer de donner du sens effectivement à la volonté de tout contrôler dans le monde un peu stressant dans lequel on vit. Mais quand on parle de l'enfant, qu'est-ce qui peut pousser un enfant à vouloir tout contrôler et à pas lâcher prise sur certains domaines de sa vie, quoi ? Eh bien, j'ai la mauvaise nouvelle d'annoncer que c'est parce qu'on leur apprend. Et donc, c'est parce que l'adulte lui-même étant conditionné à vouloir toujours tout contrôler, transmet cette pulsion de contrôle à ses enfants déjà par le modèle. Hein, en étant ce qu'on est, on inspire nos enfants. Mais en plus, en leur répétant tous les jours, attention, tiens-toi droit, contrôle-toi, dis pas n'importe quoi. Enfin voilà, on empêche un enfant de danser dans un magasin alors qu'il s'amuse. On empêche. Et c'est pour un regard des autres, pour une vision sociale. C'est plutôt une façon de normaliser les choses, normaliser les personnes, s'adapter et s'intégrer un peu incognito au milieu des autres. Et donc du coup, de là, on devient un peu tous les mêmes, on se modélise un petit peu tous sur un même modèle, ce qui nous oblige à être dans un certain contrôle parce qu'à la base, nous ne sommes pas du tout tous les mêmes et que tous des envies, des pulsions différentes, mais qui ne sont pas toujours compatibles avec les personnes qui nous entourent. Et donc du coup, on apprend à se contrôler. Mais on apprend un peu trop à se contrôler, on laisse un peu moins de place à cette spontanéité qui fait vraiment partie du lâcher prise. Hein. Parce que authenticité, même j'ai envie de dire, tout ça est relié avec la notion de lâcher prise. D'accord. C'est vrai qu'on revient très souvent en fait sur le même thème, le regard des autres. Hein. C'est quelque chose qui nous fait vraiment peur, en tout cas dans cette société, la société occidentale. Le regard de l'autre, on donne beaucoup d'importance au regard de l'autre. Comment on peut expliquer ça ? Pourquoi le regard de l'autre a autant d'influence et d'impact sur nous ? Alors parce que, et tu fais bien de le préciser, dans nos sociétés occidentales, ce qui n'est pas partout ailleurs, nous avons aussi un idéalisme autour de la réussite et de l'échec. Et donc du coup, la réussite paraît inaccessible et l'échec paraît très courant et très facile. Donc du coup, cette vision de réussite et d'échec nous met une pression au quotidien, dans notre propre regard, mais aussi dans le regard des autres, puisque quand on n'atteint pas quelque chose qui socialement est bien vu, on a l'impression d'échouer. Et donc du coup, comme on ne veut pas échouer, on fait de notre mieux pour correspondre à ce que les autres attendent de nous, par peur d'échouer. Alors que si on avait une vision un peu plus orientale, il n'y a pas d'échec, mais bien tout est apprentissage. Voilà, l'apprentissage, oui. Voilà. Donc du coup, on n'est plus dans l'échec, donc on n'est plus dans une peur du regard des autres, puisque de toute façon j'apprends et en plus je peux utiliser ce que j'apprends pour les autres. Donc du coup, j'avance avec une légèreté un peu plus sereine par rapport à cette pression qu'on nous met aussi bien à l'école, hein, la réussite scolaire, plutôt que
voilà, que professionnellement, évidemment, réussir des projets, mais aussi simplement réussir quand je vais faire du sport. Si je n'arrive pas à tenir le cap dans un cours de sport, je me sens ridicule face aux autres. Hein. On va revenir à des choses simples. Nous, les femmes, on aime bien aller faire des cours de step, par exemple, ou de yoga. Et quand on ne tient pas la série d'abdos qui est donnée, on se sent ridicule, alors que finalement, chacun son rythme, chacun son étape. Et que si on admettait simplement que c'est pas un échec, mais une évolution, et qu'aujourd'hui j'en fais 30 et demain j'en ferai 40, on n'aurait pas cette difficulté face au regard des autres si tout le monde le vivait de la même façon. Malheureusement, pour le moment, on est en pleine évolution encore, on n'en est pas encore à ce stade-là. Effectivement. Mais on peut y contribuer. Donc, lâchons prise, et ça aidera tout le monde à lâcher prise. Tout sera beaucoup, beaucoup plus simple, effectivement, c'est vrai. C'est vraiment la clé derrière, c'est la simplicité. Complètement. Merci beaucoup. Alors, on a l'écrivain Gilles Farcet qui a écrit quelque chose que j'ai trouvé très pertinent. Alors il dit: avant de prétendre lâcher prise, encore faut-il savoir ce que nous tenons. Oui. C'est intéressant. Tout à fait. Alors du coup, moi je suis le cofondateur du site Nous sommes belles, donc je m'adresse principalement à des femmes, et peut-être que justement le stress, l'angoisse, toutes ces émotions sont dues à un manque de lâcher prise, donc forcément à plusieurs niveaux. Donc la question que je me pose, et que se posent sûrement aussi pas mal de femmes, c'est comment prendre conscience que là, maintenant, il est temps de lâcher prise, quoi. Alors effectivement, moi, dans mes bouquins, en fait, j'aborde les 7 étapes pour lâcher prise, et une des premières étapes, c'est déjà l'identification de ce que l'on tient, justement, dans la phrase que tu viens de citer, qui est très juste. Prendre conscience. C'est que, avant d'avoir conscience qu'on a un poids sur les épaules, on peut pas s'en libérer, en fait. Donc du coup, la première étape, c'est d'identifier, mais c'est quoi ce poids. Après, c'est un peu plus facile de le lâcher. Finalement, si j'ai mal au bras, c'est plus facile de relâcher le bras, alors que si je sens juste une douleur générale, c'est compliqué de lâcher au bon endroit. Donc du coup, puisque c'était ta question, comment identifier déjà, c'est pour moi le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle des scans. Alors à tous les niveaux, c'est-à-dire un scan, c'est un état des lieux, un petit bilan, on pourrait dire holistique, donc faire régulièrement des petits bilans de vie, des petits bilans de santé, des petits bilans émotionnels, qui nous permettent d'identifier ce qui va bien. Parce que voilà, avec l'approche de psychologie positive, j'insiste, mais c'est important de mettre de l'énergie dans ce qui va bien. Très important, ouais. Là où ça pourrait aller mieux, et donc du coup de se dire si par exemple je fais le tour de mes piliers de vie, ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie amoureuse, j'identifie que tout va bien dans les 2 premières, et puis finalement je prends conscience que ma vie amoureuse, j'arrive pas à me mettre une note sur une échelle de 1 à 10 de bien-être, plus de 4, il y a un truc qui me bloque. J'identifie du coup un poids, un frein, une limite ou un obstacle. Et là, il va falloir que j'apprenne à identifier ce qui m'empêche d'être heureuse, ou ce qui me limite. C'est important de faire l'état des lieux parce que, par exemple, on peut identifier dans un domaine de vie dans lequel on ne se sent pas forcément bien à ce moment-là, le fait que si j'ai un poids, un frein, un obstacle, donc par exemple là dans ma vie amoureuse, je vais devoir apprendre à lâcher prise de quelque chose, à prendre du recul pour pouvoir après reprendre en main les bonnes choses, en fait, parce que on ne peut pas saisir son bonheur tant que nos mains sont prises, pour garder la métaphore des mains, par tout ce qui nous encombre et nous empêche d'aller vers le bonheur. Donc lâcher prise, c'est aussi se libérer de ce qui est encombrant pour pouvoir laisser de la place à ce qui est le plus enthousiasmant et le plus vivant en nous, en fait. Donc du coup, c'est une histoire d'équilibre. Et donc comment identifier ce qui prend de la place? C'est de faire ce fameux état des lieux, de faire ce bilan de vie, de faire ce bilan de santé, si c'est dans le corps, de faire ce bilan émotionnel, si c'est au niveau du cœur, voire même un bilan intellectuel au niveau des pensées. Alors il y a plein de techniques différentes selon si vous allez voir un coach, un naturopathe. Après, en fonction de ce que vous voulez faire comme type de bilan, il y a plein de professionnels qui peuvent vous y aider. C'est très intéressant. Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que lorsqu'on a réussi à lâcher prise sur un domaine de sa vie, est-ce qu'on est censé repartir à zéro si on a besoin de lâcher prise sur un autre domaine de sa vie, ou au contraire, le fait d'avoir fait le travail une première fois, ça va peut-être faciliter la suite? Oui. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que justement, donc moi dans mes rendez-vous de psycho, vraiment, je travaille sur les piliers de vie et je fais ce bilan à chaque fois en première séance. C'est vraiment pour moi une base justement pour identifier sur quoi travailler ensuite. Et donc du coup, des personnes vont avoir des piliers par exemple 6, 7 un peu partout, un 3 quelque part et un 9 quelque part, parce qu'on a toujours des piliers forts, des piliers moins forts. Et du coup, si je me mets à travailler avec la personne sur le pilier qui est fragile, donc qui a 3 sur 10 sur une échelle de bien-être, je vais travailler avec elle sur ce pilier-là, et puis
quand je vais revenir aux autres piliers, refaire un petit bilan un mois après ou quelques temps après, bizarrement, les autres sont passés de 7 à 8, par exemple, sans même qu'on ait travaillé dessus. Donc, tout influence l'un ou l'autre. Et si un jour, elle revient me voir avec un pilier qui a rediminué, on va le gagner beaucoup plus facilement des points, puisque une fois qu'on a intégré un processus, c'est beaucoup plus facile de le reproduire. Et parfois même, on n'a même pas besoin de le reproduire, il s'est reproduit tout seul automatiquement. Donc, quand on a compris que déjà rien qu'identifier un poids nous permet déjà de s'en libérer un peu, parce que rien que ça nous permet d'aller mieux. Quand j'ai identifié que ma problématique venait de ma vie amoureuse, il y a déjà quelque chose qui est ok, ça y est, je sais d'où ça vient et je me sens déjà un peu plus libérée, quoi. Donc c'est vraiment déjà la conscience des choses nous aide à lâcher prise, et en plus l'apprentissage du lâcher prise sur un domaine de vie nous facilite le lâcher prise dans les autres domaines de vie, puisque c'est un processus qui est derrière, qui est vraiment transversal. C'est très intéressant. Alors c'est vrai que du coup on se rend compte de l'importance de prendre du temps pour soi, parce que dans ce monde dans lequel on vit, on va dans tous les sens. On se lève le matin, on mange, on se prend un petit croissant, on part au travail en moins de 5 minutes, on est en voiture, on est stressé en voiture, on arrive au travail, on est stressé au travail, on rentre à la maison, on va chez les enfants, enfin on arrive à une vie complètement dingue, et je crois peut-être qu'on prend pas suffisamment de temps de se poser et de s'écouter, d'écouter qu'est-ce qui se passe en nous, quoi. Parce que pour ne serait-ce que prendre conscience de ce que tu viens d'expliquer, il faut que la femme se dise, écoute, là il faut que je me pose 1 heure, 2 heures, je sais pas combien de temps, mais que je me pose et que j'écoute en fait ce qui se passe en moi. Tout à fait. Du coup, tu vois, dans les piliers de vie, moi j'y ai vraiment ajouté le pilier développement personnel, donc qui devrait être aussi important que le pilier du travail ou de la vie amoureuse ou de la vie de famille, et qui du coup devrait nous permettre d'y consacrer du temps. Alors ça peut être des temps, par exemple, d'aller rencontrer des professionnels, ça peut être des petits temps comme les fameux rituels morning actuels dont on entend parler, donc le matin commencer sa journée avec un petit temps pour soi. Ouais. Ça peut être s'accorder des temps de pause dans la journée pour prendre du recul sur les choses. Certains vont faire de la méditation, mais déjà avant tout je pense que c'est de réapprendre à vivre en pleine conscience. On parle souvent de la mindfulness, mais c'est vraiment ça aussi, le lâcher prise. La pleine conscience, c'est être à l'écoute de soi à l'instant présent, à tous les niveaux de sa vie, et quand on vit vraiment en pleine conscience, on n'est plus dans ce rythme que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on fait exactement les mêmes choses, on ne les vit plus du tout de la même façon. On va se lever le matin, on va apprécier son petit déjeuner, on va enchaîner après en s'habillant, en appréciant de s'habiller, puis après on va aller dans la voiture, et ce moment-là va être une pause et un moment aussi agréable, puis après on va arriver au travail et il va y avoir l'accueil avec les collègues qui va être sympa. On est vraiment dans une posture, une vision de la vie, une relation à la vie qui est très différente, et c'est vraiment ça, il s'agit pas forcément de changer les choses, mais de changer notre relation aux choses, de pas changer nos vies, mais notre relation à notre propre vie. Et souvent, c'est ça que les gens sont assez surpris, c'est que la notion de lâcher prise, elle ne nécessite pas forcément des grands changements dans nos vies, mais simplement de changer une vision de notre propre vie, une capacité à la ressentir d'une façon beaucoup plus sereine, légère. Lâcher prise sur le propre jugement de sa propre vie aussi, c'est important, quoi, ne pas se juger, s'accepter, le droit à l'imperfection. Il y a autant de thèmes comme ça derrière le lâcher prise qui sont essentiels, qui nous permettent de vivre pleinement l'instant présent, sans courir et donc sans stress. Super intéressant, vraiment super intéressant. Alors du coup, est-ce que c'est une question de personnalité ? Est-ce que certaines femmes peut-être seront plus à même à ne pas lâcher prise facilement ? Alors pour moi non, vraiment. Ouais. Alors il y a plein de personnalités, donc moi j'étudie beaucoup aussi des tests de personnalité, et quelles que soient les personnalités, il y a vraiment des personnes stressées dans tous les types de personnalités, et il y a des personnes beaucoup plus zen, parce que c'est un peu comme ça qu'on les décrit, les personnes qui savent lâcher prise, dans toutes les personnalités. Donc on peut être quelqu'un de très optimiste et joyeux, etc., et pour autant être très stressé et avoir du mal à lâcher prise. Alors, ce qui paraît contradictoire, alors que vraiment c'est quelque chose d'à part. C'est vraiment une façon d'être qui est très indépendante et pas forcément liée à la personnalité, au tempérament ou aux forces de caractère. Moi, j'étudie beaucoup les traits de caractère, et donc du coup, vraiment, il y a des personnes qui vont être très rapides et très zen, des personnes qui vont être très lentes et très stressées. Ça n'a même rien à voir avec nos rythmes de vie, avec le fait qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Il y a des personnes qui sont au chômage, qui sont très stressées, d'autres personnes qui sont dans un travail qu'elles aiment et qui vont être très stressées. Et à l'inverse, des personnes qui vont, en étant demandeurs d'emploi, vivre ça très sereinement et ne pas du tout avoir de pression et être très bien avec ça et lâcher prise au quotidien. Donc c'est
vraiment un travail en soi. Et pour moi, le signe, c'est est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens débordée. C'est l'émotion, hein, le curseur. C'est vraiment propre à chaque personne, du coup. Ouais, c'est quelque chose de très émotionnel et très individuel. Et on peut avoir des passades, c'est-à-dire que c'est absolument pas génétique ou c'est absolument pas définitif et on peut vraiment améliorer. C'est vraiment quelque chose qu'on peut améliorer. Hein, c'est tout le monde. C'est ça, mais c'est ça qui est intéressant du coup, parce que c'est rassurant de se dire que, je sais pas, imaginons, voilà, en 2016, j'ai été extrêmement stressé pour tel sujet. Bah, c'est rassurant de se dire que c'est peut-être parce que j'étais dans un état d'être particulier qui a provoqué ce stress-là, et que peut-être qu'en 2017, ce même sujet-là n'aura pas le même impact que sur moi. Exactement. C'est ça. On peut tout à fait changer même sur un même contexte, ne plus du tout avoir la même façon de le vivre parce que on a réussi à prendre à ce fameux lâcher prise et cette sérénité qui accompagne le quotidien et qui nous permet de surmonter les épreuves. Parce que le lâcher prise, c'est ça aussi, c'est que ça nous permet de profiter au mieux des bons moments avec encore plus de saveur, Bien sûr. mais aussi de surmonter beaucoup plus facilement les moments les moins faciles qu'on peut pas éviter parce que la vie n'est pas non plus que rose. Mais par contre, on peut les vivre beaucoup mieux. Avec plus de sérénité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je discutais il y a quelques jours avec une très bonne amie à moi, et donc je lui expliquais que je préparais l'interview avec toi, Cécile, sur le sujet du lâcher prise, et elle m'a dit, oh là là, il faut absolument que j'écoute l'interview. Alors, je te présente un peu le personnage à mon amie, donc c'est une femme d'une trentaine d'années, mariée, 2 enfants. Donc tu vois, déjà à la base, bon, un type de vie assez idyllique qui paraît en apparence très agréable. Alors, là où ça se complique, c'est que c'est une femme, mon amie, qui veut avoir le contrôle à la maison sur absolument tout. Et quand je te dis tout, c'est tout. Donc forcément les conséquences des crêts à la maison, du stress pour elle-même. Donc qui dit stress sur elle-même, forcément le stress rebondit sur son époux, sur ses enfants. Et en fait ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle a conscience de son comportement, elle a conscience du fait qu'elle veut tout contrôler, mais c'est plus fort qu'elle. C'est plus fort qu'elle. Alors, dans ce cas-là, quand on a conscience qu'on a une attitude qui n'est pas forcément la meilleure, qu'est-ce qu'on peut faire et par où on peut commencer? Déjà, effectivement, je trouve que c'est très bien que tu cites cet exemple-là parce que je pense que beaucoup de femmes vont s'y identifier. Ouais. Il y a énormément de personnes qui vivent ça, hein, cette fameuse vie qui semble parfaite de l'extérieur et qui, au final, n'est pas si simple à gérer et que les autres ne comprennent pas que ces femmes-là puissent se sentir parfois débordées ou stressées alors que tout semble aller bien. Donc déjà, super cet exemple-là. Et donc, pour répondre à ta question, par où commencer? Bon, déjà, c'est de l'identifier, hein, comme on en parlait tout à l'heure, mais après, il y a de l'accepter. Alors, accepter, c'est-à-dire accepter ce perfectionnisme, parce qu'il y a une notion de perfectionniste derrière. C'est quand on est dans un excès de contrôle, c'est aussi parce qu'on a envie de faire les choses bien, on veut que la maison soit vraiment super propre, on veut que les choses soient rangées à leur place, que tout le monde soit habillé comme il faut, qu'on soit à l'heure, que tout soit rangé, rendu dans les temps, avec des délais. Donc c'est pas mal en fait en soi. Enfin c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise intention, c'est vraiment quelque chose de bien. On cherche le bon, on cherche à être bien et à faire les choses bien. Après, du coup, une fois qu'on a identifié que c'était une notion de perfectionnisme et qu'on voulait faire des choses bien, donc déjà ne pas s'en vouloir, lâcher prise déjà de la culpabilité, de ce stress, pour pouvoir du coup le vivre, ce perfectionnisme, avec sérénité là encore. Et donc du coup, c'est de se dire ok, moi j'aime que ma maison soit propre et je l'assume. Donc déjà, c'est un peu plus simple. Je vais plus courir parce que je sais même pas pourquoi je veux que ma maison soit propre. C'est déjà de prendre conscience de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui se passe en moi quand tout est rangé, comment je me sens quand je suis à l'heure, pour essayer de se focaliser non plus sur l'action, mais vraiment sur le pourquoi, le sens de tout ça. Ouais. D'un coup, de se dire ah oui samedi je vais faire le ménage, mais je vais pas le faire en disant allez encore je fais le ménage, j'en ai marre, j'ai toujours plein de trucs à faire, mais vraiment ça c'est un moment pour moi parce que j'aime bien me sentir dans une maison propre et c'est mon choix parce que personne ne m'y oblige en fait. Je pourrais très bien vivre dans une maison un peu moins propre, mais non c'est pour moi et j'ai envie de ça. Et donc le fait d'en avoir envie devient beaucoup moins stressant que le fait de devoir faire les choses. Donc le perfectionnisme en soi n'est pas un mal quand on arrive à bien le vivre. Mais après, on peut encore apprendre à lâcher prise de temps en temps sur bon, et si ce samedi je ne faisais pas le ménage, il peut très bien, personne ne va mourir si je ne fais rien d'ici demain. Mais ça, c'est en testant par petites doses, tout en s'écoutant et en se respectant. C'est-à-dire que les autres ne comprendront pas forcément ces difficultés qu'on peut avoir par exemple, quand on est maniaque, si je reste sur la notion de ménage, quand on aime la propreté,
et que on laisse, on part en vacances et qu'on nettoie toute sa maison à fond, par exemple. Là aussi, Ouais. je pense que ça se retrouver. Alors que d'autres vont se dire mais attends, c'est bon, y a personne qui va le voir quand on fera ça en rentrant. Non, parce que c'est important pour la personne en général, parce qu'elle sait quand elle va rentrer, elle va trouver sa maison propre. Et là, pour elle, ce sera Elle va vraiment un apprécier. moment essentiel. Donc c'est de se focaliser sur ça et non pas sur ce que les autres vont penser, là encore une fois, mais c'est le pourquoi, le sens, pourquoi je fais mon ménage là maintenant alors que je pars en vacances, quoi. Bah oui, parce que je vais être trop bien quand je vais rentrer de vacances et que je vais arriver dans ma maison qui va être toute belle et du coup je vais le faire avec plaisir. Et tiens, si je me mettais une petite musique pour y arriver et puis voilà. Donc c'est vraiment de réapprendre à trouver du sens à tout ça et de dédramatiser tout ce qui peut être dramatisé. Donc par exemple les fameux embouteillages pour aller au travail. Tous les matins je peux choisir de stresser ou subir de stresser ou accepter que tous les matins il y a des embouteillages dans ma ville. Bon bah c'est comme ça, de toute façon j'ai pas le choix. Donc du coup comment je pourrais utiliser ce moment pour en faire un moment agréable et intéressant pour moi? Et si j'écoutais des MP3 de motivation, de méditation, et si j'écoutais des musiques que j'aime bien et que je chantais dans la voiture, et si j'en profitais pour appeler avec le kit main libre quelqu'un à cette heure-là le matin, et si voilà, qu'est-ce que je peux faire de ces moments dont je n'ai pas le choix plutôt que de les subir en fait. Donc tout nous appartient. Mais pour ça, il faut déjà identifier ce qui me stresse, l'accepter, accepter mes limites, ce que je peux changer, ce que je ne peux pas changer, et faire en sorte le mieux possible d'en faire des moments agréables dans toutes les situations, que ce soit chez moi ou parce que je le décide, parce que je veux faire le ménage, ou en extérieur par exemple, et j'ai pas le choix parce que les embouteillages, je peux pas faire autrement. Je trouve ce sujet vraiment fascinant parce que j'ai souvent j'ai l'impression que la notion d'acceptation dans tous les cas de figure revient constamment. L'acceptation de soi dans un premier temps, donc prendre conscience de qui on est, de quoi on a besoin, l'acceptation de la situation, donc là comme t'expliquais, le fait d'accepter que la maison est sale, personne va mourir, c'est pas grave si je le fais pas tout de suite. Il y a toujours cette notion d'accepter en fait ce qui se passe. Effectivement, on revient encore dans l'idée du coup, à travers l'acceptation de ce qui se passe et de ce qu'on est, il y a effectivement là aussi un lâcher prise. Et effectivement, ça aussi c'est une chose qui est pas facile comme tu le disais au début, hein, cette notion. Si on veut que l'appartement soit propre, on a cette peur que quelqu'un vienne à l'improviste à la maison et il va dire oh c'est dégoûtant, c'est pas propre chez toi. Il y a toujours cette notion, le regard de l'autre, la peur du regard de l'autre. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a et malgré tout derrière, même si c'est vrai que expliquer comme ça, ça peut paraître facile à régler, mais malgré tout je trouve qu'il y a une certaine difficulté quand même derrière. C'est tellement c'est vraiment un grand travail quoi. L'acceptation passe aussi justement par l'acceptation que ce n'est pas facile Ouais. et que vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup quand vous allez essayer, si vous êtes quelqu'un qui aime faire le ménage, de se dire bon allez, j'essaye de ne pas le faire samedi parce que j'ai autre chose à faire qui est important pour moi, je le ferai dimanche. Pour autant, vous allez peut-être vous sentir pas très bien le premier jour en fait, et c'est normal, c'est un processus là encore une fois, mais là encore focaliser sur non pas l'instant, accepter cette émotion et dites-vous que ça a du sens parce que ce que vous avez fait à la place avait une importance pour vous. Bien Donc, sûr. en fait, vraiment, là encore, ce qui est le plus important, c'est ce qui vous anime le plus en termes de positif. Et après, accepter l'un vous permet de profiter davantage de l'autre, au lieu de laisser, par exemple, le stress du ménage nuire à l'émotion positive que vous auriez si vous étiez, par exemple, parti faire une promenade en famille, en fait. S'empêcher de faire une promenade en famille à cause du ménage, là, ça devient une problématique, par exemple. Tout à fait. C'est vraiment une histoire de balance, d'équilibre entre ce qui est essentiel pour moi et l'acceptation que parfois il est aussi essentiel pour moi que la maison soit propre, mais peut-être que la balade en famille est plus importante pour moi. Donc, dans quel ordre je mets mes priorités? C'est une histoire de priorité aussi. Ouais, ça me fait sourire ce que tu dis, Cécile, parce que je me suis marié il y a quelques mois, et alors je me souviendrai toujours le moment où tu sais, tu es dans le parc, où tu fais les photos. Et là, en fait, il faut que les familles, en fait, viennent progressivement pour faire les photos de famille, tu vois. Et mon épouse était stressée comme pas possible. Et je lui disais, mais ma chérie, calme-toi. Tu te maries, là, détends-toi un petit peu. Et donc, elle a été stressée parce que, justement, elle voulait que les familles viennent plus rapidement à côté de nous pour pouvoir enchaîner rapidement parce qu'après, il y avait le repas qui enchaînait. Et en fait, elle avait ce mal fou à décompresser, à lâcher prise encore une fois, et à se dire, écoute, et à se dire, écoute, Tatiana, aujourd'hui, c'est ton mariage, détends-toi. Au pire des cas, s'il y en a qui sont pas sur la photo, tant pis.
tant pis, profite et savoure ce jour-là. Et du coup, ça me fait sourire parce que je me rends compte que on peut se retrouver dans ce genre de situation, mais dans n'importe quel domaine de notre vie, quoi. Tout le temps et là où on ne s'y attend pas forcément. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas une histoire de personnalité non plus, parce que autant il peut y avoir quelqu'un qui sait très facilement lâcher prise dans toutes les situations, mais le jour de son mariage peut complètement être dans cet état de stress parce que une attente, un besoin de perfection de l'image du mariage, c'est lâcher prise aussi sur la perfection des choses et les attentes. C'est vraiment aussi beaucoup une histoire d'attente. Et donc du coup, là dans cette situation-là par exemple, et comme dans beaucoup d'autres, une aide possible, c'est on va entendre plein de gens qui vont nous dire non mais arrête. Ça, en général ça marche pas. Non du tout. Mais par si vous voulez aider des amis qui sont comme ça, là par exemple toi avec ta femme, ou si vous avez des gens autour de vous qui sont dans un état de stress, invitez-les non pas à dire stop, passe à autre chose, enfin ça c'est une évidence, ils le savent mais ils n'y arrivent pas. Proposez-leur plutôt un début de solution, c'est écoute viens, on va 1 minute au soleil là, on va prendre le soleil, on va respirer. Et juste revenir dans la pleine conscience de l'instant présent, on est bien. Alors qu'est-ce qui va bien là maintenant? En quoi t'es contente là? Et qu'est-ce qui se passe? T'es contente? On se marie? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de se marier? Donc revenir à la source en fait. À l'essence même de la journée. Ouais. Plutôt que de le dire, il faut qu'elle-même, elle prenne le temps de respirer, de prendre le recul, et c'est ça aussi lâcher prise, c'est prendre le recul, respirer et revenir à ce qui est important ici et maintenant en fait. Donc ça prend vraiment à chaque fois, 2 minutes quand on le fait bien, ces petites pauses là de recul, mais vraiment ça change tout, ça change en fait, ça remet ce que j'appelle moi ça switch, ça permet de switcher d'un état émotionnel vers un autre. Et donc on peut avoir des personnes mais hyper en colère, quand on leur dit attends viens là, on se prend 1 minute, on respire, on dit plus rien. Et là, la personne, elle peut arrêter d'une seconde à l'autre toute sa colère, en fait. Mais ça, peu de gens y croient. Donc, du coup, peu de gens le font. Alors, vraiment, pour l'avoir fait dans plein de situations différentes, que ce soit dans ma vie professionnelle ou ma vie personnelle, ça fonctionne aussi bien avec des enfants, des adultes, dans tous les contextes personnels ou professionnels. 2 minutes de respiration et de revenir à l'essentiel. On peut vraiment re-switcher n'importe qui. Bah écoute, merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations de qualité. J'ai beaucoup apprécié et je crois que les auditrices vont apprendre aussi énormément de choses. Alors, on peut retrouver tes livres sur Amazon, il me semble, et à la Fnac, dans tous les points de vente. Oui. Bah, c'est vrai que tous, en tout cas, se retrouvent déjà sur Amazon et après dans toutes les librairies, vous pouvez les commander si vous préférez les commander près de chez vous. Si vous avez la référence, après, vous demandez au libraire, il vous le commande. Et c'est bon. Super. Mais après, par Amazon, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment se les faire livrer chez soi. Oui, c'est l'avantage, oui. Pratique. Complètement. Aussi. Donc, le premier livre sur apprendre à lâcher prise, c'est justement apprendre à lâcher prise. Et le second, c'est 5 minutes par jour pour lâcher prise, enfin. Exactement. Le premier va plutôt faire un petit peu un éventail de toutes les situations dans lesquelles on peut avoir besoin de lâcher prise au niveau matériel, au niveau corporel, au niveau des relations, voilà. On va faire le tour un petit peu de toutes les formes de lâcher prise et comment s'en libérer. Et dans le deuxième, on est vraiment plus dans de la pratique au quotidien, des petites actions simples à faire régulièrement pour apprendre à lâcher prise, mais par la pratique et non plus on ne pense plus, on teste. Et donc le fait de tester un petit exercice avec un dessin, un truc avec une respiration, une méditation, un mandala, on va faire plein de petites actions sympas en plus, agréables, qui peuvent s'intégrer dans notre quotidien. Donc voilà, 5 minutes par jour. C'est vraiment l'idée du titre, c'est ça. Super. C'est vrai que ne jamais oublier que dans tous les cas de figure, comprendre quelque chose c'est une chose, mais après le mettre en application, c'est ce qui donne le résultat final. Et souvent, c'est quand on le teste qu'on comprend le mieux. Ouais. Ce que ça veut dire. Tant qu'on n'a pas testé ce que c'était que le lâcher prise, on a du mal à le comprendre en général. Ouais. Une fois qu'on l'a expérimenté, on comprend ce que c'est, et là on se dit ah ouais, ça j'en veux encore plus. Donc, super. Merci beaucoup Cécile pour le temps que tu m'as accordé. Eh bien merci à toi, vraiment, avec grand plaisir. Je souhaite à tous plein de lâcher prise, plein de bonheur et de sérénité, en tout cas. Merci, c'est très gentil à toi. Je te dis à très bientôt Cécile. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Ah, qu'est-ce que j'aime les interviews comme ça, les interviews de qualité. Qu'est-ce que c'est bon. Est-ce que vous avez apprécié les filles? J'espère que oui. Dans tous les cas de figure, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous procurer tout simplement son livre Apprendre à lâcher prise. Si vous êtes sur le blog, vous avez le lien juste en dessous de cette interview. Dans tous les cas de figure, les filles, prenez soin de vous et rappelez-vous que votre beauté les filles, c'est de réussir, oui, de réussir tout ce qui vous semble
impossible. Prenez soin de vous. Ciao.